Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu et vous êtes bien sur le répondeur des Human Coders. Je suis content d'être avec vous dans cette nouvelle édition de ce podcast où l'on va parler techno, de pratiques de développement ou de sujets plus généraux mais toujours en lien avec l'informatique. Le concept de ce podcast est assez simple. Dans chaque épisode, je vous pose une question et vous pouvez me répondre par vocal. Pour ce 3e épisode de ce podcast, j'aimerais que l'on parle de l'évolution de notre métier à l'ère de l'intelligence artificielle. De nombreux outils basés sur les LLM ou d'autres concepts de machine learning sont en train de faire irruption dans notre quotidien. Par exemple, ils peuvent nous expliquer d'où provient telle ou telle erreur dans notre programme, ou comment optimiser un algorithme, ou tout simplement faciliter la génération de notre code. L'utilisation de modèles de données que l'on peut augmenter par la suite pour résoudre certains problèmes, ou encore l'apparition de nombreuses API et services utilisant l'IA, nous donnant toujours plus de possibilités pour convertir, classer, générer, faire des corrélations, nous ouvre de nouveaux horizons qu'il était encore impossible d'atteindre il y a encore quelques années. Je te propose dans ce 3e épisode de nous parler de comment tu utilises l'IA dans ton quotidien et comment tu vois l'évolution de notre métier avec ces dernières avancées. Est-ce que tu as une anecdote ou une expérience sympa à nous raconter sur ce sujet ? Vous êtes bien sûr le répondeur des Human Coders, laisse-nous un message après le bip. Hello Matt, c'est Fabien Duché, je suis cloud engineer spécialisé dans le serverless depuis 2 ans, basé à Londres, et je me suis un peu intéressé à tout ce qui est boom des IA, notamment IA générative et des LLM, dont on a beaucoup parlé dernièrement. Ça fait beaucoup de bruit, c'est vrai. Après, à mon sens, comme toute révolution technologique, il faut faire attention et bien différencier le buzz et la réalité. L'exemple qui vient en tête, c'est la blockchain, il y a quelques années, où on pensait vraiment que le Web3 allait vraiment submerger et remplacer totalement le web comme on le connaît. Ça s'est pas vraiment réalisé. Ça a certes eu des impacts, et des bons impacts, mais c'est pas des impacts assez localisés, ça n'a pas tout changé. Je pense que l'IA, c'est pareil. C'est que c'est un super outil, avec pas mal d'applications qui sont maintenant accessibles et qui n'étaient pas du tout avant. Mais par contre, ça va pas non plus tout changer, c'est pas une baguette magique pour tout rendre facile. Un exemple de ça, appliqué un peu aux développeurs, c'est donc quand on écrit le code, on a pas mal d'outils maintenant, type GitHub Copilot, qui nous génèrent donc des snippets de code, qui proposent ça pour nous aider à avancer. Ça marche super bien sur des petits morceaux de code assez répétitifs et pas trop exotiques. Par contre, si on demande à une IA de créer un site complet ou vraiment du code très complexe, la probabilité qu'elle ait des hallucinations et qu'elle sorte quelque chose qui ne fonctionne pas en tel quel est assez grande. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai eue. La preuve de ça, d'ailleurs, que c'est pas facile d'avoir de la qualité avec des IA, c'est qu'on a vu l'émergence, du coup, récemment d'un nouveau métier, celui du prompt engineering, donc vraiment designer les prompts pour avoir le meilleur résultat possible en sortie du LLM. Et c'est vraiment super dur parce que le LLM, c'est un système très chaotique. On n'a pas vraiment une petite modification peut vraiment avoir des grosses conséquences sur la qualité du résultat, et c'est super dur en tant que développeur. Je le sais, j'ai essayé un petit peu de développer un peu des applications basées sur des LLM, et c'est super dur en tant que développeur donc de garantir la qualité de l'application au fur et à mesure des mises à jour. J'ai d'ailleurs écrit, si ça t'intéresse, un article sur comment tester une application basée sur LLM, avec quelques insights assez intéressants, je trouve. Il y a 2 limitations principales à l'utilisation donc, des LLM dans le travail donc, de développeurs et pour nous aider. Les premières, c'est le temps de réponse et de génération d'une réponse par un modèle, qui peut être parfois assez long, et la conséquence de ça, c'est que par exemple on voit Copilot, il va nous générer uniquement quelques lignes de code à la fois, pas beaucoup plus, et si il voulait générer plus, ça prendrait plus de temps, et donc c'est assez frustrant pour l'utilisateur donc, de l'application. C'est pour ça qu'à mon sens, l'IA, et notamment l'IA générative, fait beaucoup de sens dans des applications plutôt asynchrones. J'ai bossé avec un collègue, j'ai aidé un collègue à développer donc, une application qui faisait des code reviews en utilisant des LLM, donc ça s'appelle Code Review GPT, qu'on peut trouver donc, sur GitHub. La manière dont ça marche est assez simple. Donc à chaque fois que l'utilisateur va donc pusher un nouveau commit sur une merge request ouverte, on va donc avoir une GitHub Action qui se déclenche et qui va donc demander à un LLM simplement de faire une code review et aussi donc de classer ses commentaires par ordre d'importance de manière à avoir les commentaires les plus importants qui ressortent en premier. Ça marche vraiment bien. J'ai eu des très très bonnes suggestions sur des refactos
pour améliorer les performances, que ce soit modifier les data structures à utiliser, que ce soit des suggestions de style aussi, même des fois des corrections de bugs. C'est vraiment un truc que j'aime bien pour faire une première passe sur mon code et donc l'améliorer un peu, faire quelques refactos avant donc de le soumettre à validation par d'autres humains. Et donc l'autre limitation dont je te parlais, donc des IA pour bien aider les développeurs, c'est donc le fait que les IA, et notamment les LLM actuels, il manque d'outils pour aider les développeurs, parce que le LLM il est entraîné sur des données qui sont donc pas toujours très récentes. Donc si tu utilises une librairie qui est vraiment plutôt récente, ton LLM aura des problèmes pour donc bien générer du code qui fonctionne bien avec cette librairie. Pareil, il va pas pouvoir faire plein d'actions un peu répétitives, que ce soit interagir avec ton calendrier par exemple, ça c'est pas possible. C'est donc pour ça que on a vu l'émergence des agents, agents IA donc, et donc en fait c'est une combinaison entre un LLM et donc un set d'outils. La métaphore c'est que derrière ça, c'est que quelqu'un avec des instructions super claires, il pourra rien faire s'il n'a pas les outils qu'il faut. Et donc le quelqu'un ici sera donc le LLM, les instructions donc le prompt, et donc en lui fournissant des outils, on peut par exemple avoir un assistant qui va pouvoir automatiquement planifier des meetings dans ton agenda et donc te simplifier un peu la vie. Et ça, à mon sens, c'est vraiment des applications un peu asynchrones et donc plutôt qui automatisent des tâches plutôt répétitives, pas forcément très complexes. C'est là que réside vraiment le pouvoir de l'IA pour aider le développeur dans le futur. Voilà, Matt, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur le sujet donc, de l'IA et de mon métier. Si tu as d'autres questions, surtout n'hésite pas à me rappeler. Je serais ravi d'en discuter avec toi. À plus! Allô, salut Mathieu, c'est Antoine Salès de Whiscale. Alors j'ai bien quelques idées de réponse à ta question. Bon, déjà, c'est quoi mon métier? Tout simplement, je suis développeur logiciel. L'IA, c'est vaste. J'entrevois deux axes d'impact de l'IA sur ce métier. Le premier, c'est l'IA au service de l'expérience développeur. Et le deuxième, c'est l'IA au service de l'expérience utilisateur. Utilisateur des produits que nous développons, sous-entendu. Et autant je me suis plongé dans le premier dès les prémices, mais le second, j'ai l'impression de passer à côté. En tout cas, les produits sur lesquels je contribue n'utilisent pas de deep learning. Bon, je vais donc te parler de l'expérience développeur. C'est bien sûr les LLM que je dois faire évoluer les pratiques du métier et dès à présent. En ce qui me concerne, mon expérience développeur a beaucoup changé depuis que j'ai adopté cette génération d'outils. Et j'en utilise deux types, des modèles conversationnels. En ce moment, j'utilise exclusivement Cohere Commander+, et des modèles de génération de code intégrés à mon IDE IntelliJ. J'ai essayé JetBrains AI Assistant, mais je suis vite revenu à Copilot. L'association de ces deux types a considérablement amélioré ma capacité d'apprentissage et d'adoption de nouveaux langages, frameworks, librairies, outils. Tous les jours, je vois des opportunités de mal utiliser ces outils. J'ai trois principaux usages des modèles conversationnels. Le premier, c'est comprendre la différence entre des concepts proches. Ça, j'utilise très souvent. Par exemple, inversion of control vs dependency injection vs dependency inversion. J'ai dû lui poser cette question parce que la frontière est mince entre ces différents concepts. Autre usage, obtenir une explication consensuelle non dogmatique sur un sujet qui a tendance à l'être. Par exemple, c'est quoi du code maintenable? Eh ben ça, le modèle conversationnel va être très fort pour donner une explication consensuelle. Et l'autre usage, c'est obtenir une explication sur un concept, mais plus rapidement qu'en recherchant l'information et en croisant les sources, comme je fais d'habitude. Et Copilot, je l'utilise pour qu'il m'aide à découvrir les concepts métiers et leurs liens, pour trouver du vocabulaire subtil pour décrire ces concepts. Ça, il fait ça très bien. Et gagner du temps de frappe. Ça, j'aurais dû le dire en premier, c'est ce qui m'apporte le plus. Gagner du temps de frappe quand le modèle comprend ce que je souhaite faire. Je commence à écrire quelque chose, et si je le décris suffisamment bien, il sait ce que je veux faire, et il m'auto-complète sur une à 10 lignes. Et là, au lieu d'écrire ces une à 10 lignes, j'ai juste à faire tabulation et paf. Et l'autre usage, encore qui marche bien, c'est pour adopter très rapidement un nouveau langage, framework, une nouvelle API. Je m'en suis rendu compte de ça en ayant à contribuer sur des projets avec du Python, du Scala ou du Go, alors que mon domaine de prédilection, c'est l'écosystème Java. Et en 2-3 jours, je me suis senti à l'aise. Bon, cependant, il faut avoir d'excellentes notions transverses au langage et au framework pour que ça marche. En gros, les LLM, ça améliore mon autonomie, la concentration de mes collègues, parce que je ne vais pas les déranger tout de suite, je vais d'abord aller poser la question au modèle conversationnel. Ça améliore la maintenabilité de mon code, c'est-à-dire il est plus facile à comprendre, plus facile à changer, et en gros, c'est ma performance de delivery. Bon, attention toutefois, mes prompts sont parfois mauvais, imprécis. Ou alors le sujet n'est pas adapté pour questionner un modèle dessus, comme par exemple une lib très récente ou peu utilisée. Et les résultats sont alors complètement à côté de la plaque, mais toujours de manière parfaitement crédible. Ça me fait penser à cette phrase de Thomas Durand: le confort cognitif d'une histoire bien écrite peut donner l'illusion de vérité.
Tout ça, c'est l'évolution récente de mon métier de dev. On peut essayer de se projeter. Il y a 2 axes d'amélioration qui me viennent en tête. L'intégration des modèles de deep learning dans nos outils et la qualité de leurs réponses. Aujourd'hui, Copilot domine le marché, selon moi, c'est ce que je vois à peu près, parce qu'il est bon sur ces 2 axes. Mais on a toujours du code qui transite sur le réseau. Et il y aura un point de bascule, à mon avis, lorsque l'intégration aux IDE et la qualité seront bonnes alors même que le modèle tourne en local. La qualité des réponses est une course sans fin, parce que les mainteneurs de ces modèles, qui les conçoivent et les entraînent, devront s'efforcer à ce qu'ils s'adaptent aux évolutions du software dans le monde. Ils devront leur retirer les biais causés par les vieilles versions présentes dans les jeux d'entraînement et leur faire apprendre les nouveaux logiciels et les nouvelles versions qui viennent de sortir. Et les utilisateurs, comme moi, des modèles de génération de code, devront s'efforcer d'utiliser les modèles à la page. On pourra en parler encore un moment. Je termine sur une autre citation qui s'applique aussi très bien. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Allez, à plus Mathieu. Chaque ligne de code comme des étoiles brillantes. Dans nos nuits sans fin, c'est l'assistant qui chante. Les mains sur le clavier, l'esprit parfois égaré. L'IA nous guide comme le vent dans la vallée. Les erreurs se dissipent et les bugs se font rares. Avec ses alliés, le futur n'est plus si bizarre. Compagnon virtuel, dans l'écran éclairé, tu donnes vie aux rêves que l'on n'osait imaginer. Chaque ligne de code, comme des étoiles brillantes. Avec toi à nos côtés, la route est plus aisée. Salut Mathieu, c'est Jean-Philippe Baconnet, je suis consultant développeur à Zenica à Nantes et je suis aussi co-orga des Human Talk de Nantes. Alors, comment le métier de dev va évoluer avec l'IA? Alors déjà, moi je pense que on entend souvent que l'IA va remplacer les développeurs et les développeuses. Alors peut-être, mais je pense que ça ne sera pas tout de suite. En fait, l'IA, pour moi, c'est plutôt un compagnon avec lequel en fait on va devoir apprendre à travailler et à apprendre aussi à évoluer. Le domaine de l'IA évolue rapidement, vachement rapidement d'ailleurs en ces temps-ci. Et je pense qu'il va falloir qu'on suive ce sujet, qu'on teste, peut-être qu'on corrige des choses. En tout cas, notre manière de développer va changer. Et quand je dis manière de développer, ça va être aussi de concevoir des applications. Souvent, quand on est développeur ou développeuse, on met l'IA dans la partie suggestion de code. Alors c'est vrai, dans les IDE maintenant, on tape du code, on fait un contrôle espace, on voit que l'IA nous propose soit carrément une méthode, ça nous permet aussi de terminer notre phrase ou notre ligne de développement. Ok, derrière on a toujours un œil critique dessus et je pense qu'il faut toujours le conserver. Après, il y a plein de problématiques qui sont associées à ça en termes de sécurisation des données, de tout ce qui est licence open source que nous propose l'IA, etc. En tout cas, le code qui remonte, il faut faire attention. Parce que derrière, c'est récupérer d'autres codes. Forcément, peut-être que le code ne va pas compiler, ne va pas fonctionner, ne va pas répondre à notre besoin. Mais en tout cas, ça va nous aider en fait, à améliorer notre code, ou tout simplement écrire du code, et il va nous faire gagner en productivité. Ça, c'est quelque chose qui est quand même clair et net. Alors du coup, l'IA va aussi nous aider dans pas mal de choses. Côté GitLab, ils ont mis en place le projet GitLab Duo, qui intègre vraiment l'IA dans toutes les étapes du DevOps. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est-à-dire qu'on va même avoir une issue qui va contenir plusieurs commentaires, qui va être du coup assez longue à lire, et l'IA va nous permettre de résumer tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très appréciable. Et on va aussi avoir de l'IA au niveau des MR, par exemple, pour revoir des merge requests qui peuvent sortir de notre contexte sur lequel on a l'habitude. Si par exemple on relie une MR d'une autre équipe ou simplement d'un projet open source qu'on ne connaît pas, on va avoir du code à l'écran, on va pouvoir demander à l'IA de nous expliquer le code. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même vraiment intéressant et qui va améliorer la productivité de l'application de manière générale. Côté Google, il y a le CDE, donc le Cloud Development Environment, qui s'appelle IDX, qui a été mis à disposition de tout le monde suite à Google Next, à la dernière Google Next, qui met à disposition gratuitement l'IA Gemini à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que là, on va développer du coup dans le cloud avec un IA qui est à côté,
qui est disponible dans notre IDE. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super top. Ça va éviter d'avoir encore un onglet. J'aime bien prendre cette similitude, mais ça va éviter d'avoir des onglets encore ouverts avec de l'IA, etc. Donc maintenant, l'IA est intégrée dans notre IDE. On voit Genbrain qui le fait aussi. Donc voilà, donc on va avoir ce petit assistant dans notre IDE qui va nous permettre de s'améliorer pour tout le cursus de l'application. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, je l'aurais dit, mais vraiment top. Et je vais finir par une anecdote que Tudial Graal de GitHub avait donnée lors de l'enregistrement d'un podcast sur l'IA, donc un podcast Zenica, qui s'appelle Zenicast d'ailleurs, un petit coup de pub, qui avait terminé par dire que quand Stack Overflow était arrivé, ou tout simplement Internet, au début, les entreprises coupaient l'accès à ces sites-là. Et en fait, on voyait que les développeurs et les développeuses ont fait de râler tout simplement parce qu'on n'avait pas accès à ce genre de ressources. Et en fait, maintenant, la prochaine étape, ça va être un peu l'IA. Quand on va développer, qu'on a l'habitude d'utiliser les IA et qu'on voit que dans certaines entreprises, missions, ou peu importe le contexte, on voit qu'on n'a plus accès à l'IA, en fait, on va se rendre compte qu'on a perdu un outil. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui m'a fait rigoler. Mais en tout cas, pour moi, voilà, notre métier de développeur va évoluer avec l'IA, on va devoir faire avec. Il va nous aider à être plus productif, à être plus performant, à répondre à des problématiques peut-être qui ne sont pas issues de notre domaine. Si par exemple, les développeurs est un peu moins adepte à toutes les précoces de sécurité, en fait, on va pouvoir demander à l'IA d'expliquer des failles de sécurité. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est très intéressant et qui va faire partie de la palette d'outils du développeur. C'était pour mon avis. À plus tard. Salut. Salut Mathieu, comment ça va? Moi c'est Ivan Vincent, je suis ingénieur en IA et je te laisse un petit message parce que la question de comment l'IA va changer mon métier m'intéresse doublement. D'une part, c'est une question qui me semble extrêmement pertinente par rapport à mon métier et en plus elle me semble assez intéressante parce que les termes de la question, on peut les creuser un petit peu, on peut essayer de les définir un peu plus. Notamment si on parle simplement d'IA. Je pense que l'IA en elle-même est une techno qui existe depuis relativement longtemps. Je peux par exemple penser au modèle d'IA symbolique qui se base sur des heuristiques et des moteurs de règles comme Deep Blue d'IBM par exemple qui a battu Kasparov aux échecs en 96. Donc dans le cadre de ton sujet, quand tu parles d'IA, je présuppose que vu que tu parles de LLM, que tu parles de RAG, on parle plutôt des technos récentes d'IA générative. Cette question de comment l'IA va changer mon métier, je suis intéressé par le fait d'y répondre avec une approche plutôt historique, notamment parce que lorsqu'on parle d'IA, lorsqu'on parle des LLM, on parle beaucoup de quatrième révolution industrielle. La première qu'on a connue fin 18e, c'était plutôt une révolution mécanique avec l'apparition de la machine à vapeur de Watt. Ensuite, la deuxième révolution industrielle qui était plutôt une révolution électrique, où on a commencé à pouvoir produire en masse. Une troisième vers la seconde moitié du XXe siècle, qui était plutôt une révolution électronique, où on a commencé à réussir à automatiser. Et maintenant, je pense qu'on parle de quatrième révolution industrielle parce que l'IA est vue comme un moyen de réussir à automatiser les tâches qui sont purement cognitives, qu'on n'arrivait pas à automatiser avant. D'où aussi le terme intelligence artificielle. Sachant ça, pour que l'IA change mon métier réellement en profondeur, il faudrait que cette fameuse IA générative, dont on parle aussi souvent, dans son état actuel, soit capable de remplir ce rôle d'automatisation des tâches cognitives. Et malheureusement, dans l'état actuel des choses, c'est un rôle qu'elle remplit seulement partiellement. Aujourd'hui, les outils d'IA générative que nous avons à notre disposition, c'est des outils qui sont surtout utiles pour accélérer le processus de création, d'idéation ou alors de copie. Le gros défaut des IA génératives telles qu'elles existent aujourd'hui, c'est que c'est des moteurs probabilistes qui sont assez complexes, mais qui malgré ça ne comprennent pas réellement les tâches pour lesquelles ils ont été entraînés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une espèce de modèle de représentation interne intuitif qui comprend un petit peu la manière dont le monde fonctionne. C'est pas des modèles qui intuitivement vont comprendre que dans une vidéo, si je tiens une pomme avec ma main et que je la lâche, la pomme va tomber. Parce qu'ils n'ont pas intuitivement le sens de la gravité, par exemple. Et pour cette raison, ces modèles, ils ont beaucoup de mal à entièrement remplacer l'homme et automatiser les tâches cognitives. Parce que à cause de ça et à cause de ce manque de compréhension intuitive du monde qui les entoure, ils gèrent super mal les cas extrêmes et les erreurs. Par exemple, c'est un petit peu le problème qu'on retrouve dans le cadre de la conduite autonome. Une voiture qui pourrait conduire en autonomie sans conducteur a aussi besoin d'être robuste dans des situations qui sont extrêmement rares et qu'on ne peut malheureusement pas toutes prévoir. Et lorsque on se base sur un modèle de vision, par exemple, disons un vision transformer qui par nature est probabiliste, on va forcément tôt ou tard, avec la voiture, rencontrer des cas
que le modèle n'a pas vu en entraînement et on n'a aucune garantie de la manière dont la voiture va réagir. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle on n'arrive pas à faire des voitures autonomes qui peuvent conduire 100% sans conducteur, de façon safe et sécurisée. C'est un problème qui apparaît assez vite aussi lorsqu'on fait du développement. Au final, imaginons que je sois en train de développer une solution d'IA générative, on va dire une intégration de RAG pour un client. Bah, si je passe par un LLM pour obtenir le squelette de ma solution, ce squelette arrivera assez vite. Mais en fait, une fois qu'il sera implémenté, je vais devoir passer une grande partie de mon temps à faire de la correction de code et faire une phase de testing et qui au final est assez intense pour corriger toutes les erreurs et mauvaises décisions architecturales que le modèle a pu faire. Donc dans ce cadre-là, c'est pas du tout des modèles qui sont entièrement autonomes et qui, je pense, pour l'instant, sont relativement loin de pouvoir impacter très profondément le métier de développeur. En fait, dans son état actuel, l'IA générative, elle réalise le travail créatif d'idéation qu'on aimerait faire et qu'au final on trouve intéressant, et nous force à se concentrer sur les parties de gestion d'erreurs, plus techniques, d'intégration. Dans un monde idéal, en tout cas j'espère pouvoir le dire, est-ce qu'on ne voudrait pas que l'IA fasse exactement l'inverse ? Qu'elle nous permette de nous concentrer sur le travail créatif pendant qu'elle s'occupe des tâches qui sont pénibles que nous ne voulons pas faire. Dans chaque renvoi d'erreur, un espoir dissimulé. L'IA souffle un conseil, nous pousse à persévérer. Elle chante les algorithmes, elle fredonne des solutions. Un duo harmonieux, une nouvelle révolution. Salut Mathieu, c'est Vincent, on se connaît depuis quelques temps. Moi je suis CTO de Corpo Games, on est une startup qui développe une plateforme de team building en ligne pour les DRH et on utilise énormément les LLM depuis la sortie de ChatGPT. Déjà côté back-office, on a automatisé pas mal de tâches via leurs API et puis ensuite bien sûr quotidiennement pour le code. Du coup, à titre personnel, le sujet me passionne pas mal, je trouve ça assez fou tout ce qui se passe autour de l'IA. Alors, comment je vois le métier de dev changer ? Déjà, depuis quelques mois, on a toutes les confs d'IA qui parlent des agents comme la prochaine étape après les interfaces de chat. Et je trouve le terme est un peu nébuleux, mais il se trouve que en tout cas, je pense que nous, en tant que dev, on a déjà commencé depuis quelques temps à avoir un avant-goût de ce que vont être ces fameux agents avec les outils qu'on a déjà à disposition. D'abord, on a eu sur VS Code et IntelliJ pas mal de plugins qui sont sortis et qui proposent une interface de chat avec un LLM directement dans l'IDE. Bon, au début, c'était pas très différent de faire des copier-coller de code dans le chat GPT. C'était juste plus pratique de l'avoir dans l'IDE, mais c'était pas foufou. Et puis ensuite, on a commencé à avoir d'autres outils qui arrivent et qui, cette fois, arrivent à inclure une représentation de la code base dans le contexte du prompt. Ce qui fait que on n'a plus besoin de faire des copier-coller de code ou même de lui expliquer ce que fait l'appli. Le LLM a déjà connaissance de la code base, de ce qu'elle fait dans les grandes lignes. On peut donc dialoguer avec le modèle, aussi bien sur les fichiers qui sont actuellement ouverts dans les onglets, mais même sur l'ensemble de la code base, ça change déjà pas mal l'expérience. Donc perso, j'ai testé Gemini Code Assist de Google et Cursor.sh qui sont vraiment pas mal. Ça déjà, je trouve que ça changeait déjà pas mal la donne en termes de ce qu'on pouvait faire. Et j'ai vu depuis pas longtemps, en tout cas moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps, quelques outils qui proposent maintenant de modifier et créer des fichiers dans l'IDE. Donc là c'est plus seulement poser des questions et puis avoir du code qui est généré et qu'ensuite on va nous copier-coller dans les fichiers. Là il y a carrément une interface, un peu comme les fonctions de renommage en masse qui existent depuis toujours dans les IDE. Là c'est un peu la même chose, du coup il va suggérer un certain nombre de modifications dans des fichiers existants, créer des nouveaux fichiers, je sais pas, des migrations par exemple ou autre, et puis ensuite il y a une interface qui permet de relire tout ça, et puis de décider de ce qu'on inclut ou pas comme modif dans la code base. Bien entendu, on peut tout relire avant de faire vraiment des modifs sur le code. Et pareil, depuis vraiment pas longtemps, il y a GitHub Workspace, donc ça fait partie de leur offre GitHub Copilot. Donc GitHub Workspace a ouvert la bêta et j'ai eu l'occasion de tester. C'est très 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 stylé. Là, en fait, on peut créer une issue dans GitHub et ensuite ouvrir cette issue dans GitHub Workspace. Et là, il va carrément générer une pull request pareil sur la base de la code base. Donc même principe, il inspecte la code base, il propose une pull request
sur la base de la description qu'il y a dans l'issue. Et donc ensuite, c'est une PR, donc on peut la relire, l'éditer, la modifier. Mais du coup, je trouve que là, on commence vraiment à distinguer comment est-ce qu'on se dirige petit à petit vers un assistant que chaque développeur aura à sa disposition, directement intégré dans l'IDE et les différents outils. Et je pense que c'est un vrai changement de paradigme. On n'est plus dans un dialogue où on pose des questions, on a des réponses. Là, on a vraiment un outil qui fait des choses et qui nous aide à faire des choses. Donc ça, moi je trouve ça assez cool parce que ça a été, il y a plein de gens qui ont fait la comparaison. L'IA dans sa forme actuelle aujourd'hui en tant que dev, on peut faire la comparaison avec un genre de un ou plusieurs stagiaires qu'on aurait à sa disposition, à qui on peut déléguer du travail. Je pense que c'est une bonne façon de voir l'IA en tout cas dans sa forme actuelle, et donc on peut lui déléguer des choses. Ce qui en soi est plutôt une bonne nouvelle parce que de la même manière qu'en tant que dev un peu plus senior, on fait venir par exemple des stagiaires dans l'équipe ou des gens qui sont très juniors, du coup effectivement on va leur déléguer un certain nombre de choses. Nous en tant que dev, on se concentre sur la conception, l'architecture, puis au final on va manager cette IA comme on managerait des gens un peu plus juniors. Sauf que là il n'y a pas la dimension formation, c'est que la partie s'assurer que le code qui est produit est de bonne qualité, relire, et puis la partie chef d'orchestre, quoi. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. En tout cas, moi, je vois un futur assez proche où on pourra directement dans l'IDE discuter de l'architecture et de la conception avec un LLM, faire un découpage en tâches techniques, lui déléguer un certain nombre de ses tâches pour produire une implémentation, et puis après la relire et la mettre en prod. Donc voilà, déjà les outils existent, je trouve ça super fun de jouer avec, mais on se rend compte que c'est encore souvent assez bêta quand on les utilise. Mais je pense que dans un futur vraiment très proche, ce sera intégré dans le quotidien de la plupart des devs d'utiliser ces outils-là, ça deviendra assez banal. Donc voilà, après si on veut vraiment imaginer des choses qui n'existent pas encore, moi j'avais été assez bluffé par les annonces qui avaient été faites par OpenAI et Google lors de la Google I.O. Ils faisaient des démos de modèles qui arrivaient assez bien à interpréter la vidéo. Et du coup, j'avais lu quelques articles qui se disaient qu'en fait, on peut imaginer que, je sais pas, dans 1 an, 2 ans, en tout cas, dans pas si longtemps que ça, on pourrait complètement imaginer partager son écran avec le plugin dans l'IDE, ce qui veut dire que le LLM aurait la connaissance de ce qu'il y a en ce moment à l'écran, et du coup, ça veut dire bosser sur le front-end. Je pense que ça change radicalement le dev front-end à partir du moment où le LLM voit ce que nous, le rendu du code à l'écran. Et puis ensuite, plein de choses toutes bêtes, mais qui, je pense, vraiment changeraient le quotidien. Juste interpréter les messages d'erreur dans la console, les stack traces quand il y a un crash, plutôt que de les copier-coller et d'expliquer à chaque fois. Là, en fait, de la même manière que nous, quoi. En fait, le LLM voit la stack trace en même temps que nous. Et je pense que ça peut rendre le debug beaucoup plus agréable que ce que c'est aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est peut-être pour un peu plus tard, mais il y a sûrement des choses à imaginer là-dedans. Donc voilà, pour résumer, je pense que ce qu'on est en train de vivre de manière optimiste, c'est un peu la fin de l'époque où il y avait encore des devs qui pissaient du code. Et puis peut-être pour conclure, je trouvais ça intéressant de se demander, mais en fait, c'est quoi pisser du code? Parce que au final, on peut dire que pisser du code, c'est produire du code qui est pas hyper intéressant et qui en fait ne représente pas vraiment de challenge technique. Ce qui est intéressant dans le code, je pense que la plupart des devs sont d'accord avec ça, c'est dès qu'il y a un peu de challenge technique, c'est ça qui rend justement la chose intéressante. Mais en fait, quand on y repense, je sais pas, en 99 par exemple, au tout début du web, juste faire un site web statique en HTML pur, HTML CSS, mais c'était un vrai challenge. Je sais pas, faire la page, la homepage d'un restaurant avec juste le menu en texte, il y a plein de gens pour qui c'était pas du tout pisser du code, voilà, c'était un truc intéressant, on apprenait à utiliser le web. Puis ensuite, on a eu les éditeurs WYSIWYG, et puis très vite, faire des pages statiques, c'était plus un boulot de dev, quoi, c'était complètement automatisé. Mais ensuite, si on voulait mettre ne serait-ce qu'un formulaire de demande de contact avec une petite base de données, un envoi de mail, là il fallait de nouveau un dev.
Mais aujourd'hui, pareil, plus personne considère que c'est intéressant de faire une simple page avec un petit peu de PHP derrière, une base de données, un formulaire. Ce challenge-là est devenu pisser du code. Et puis voilà, du coup, maintenant, on a eu toute la vague no-code qui fait que pour des interactions assez basiques, il n'y a plus besoin de dev. Mais en même temps, est-ce que les devs avaient vraiment envie de faire ce genre de tâches aujourd'hui? Je pense que les gens s'ennuieraient. Enfin, ça. Et du coup, ensuite, après ça, il y a eu toute la vague des applis web avec plein de logiques en JS, complexes, etc. Et là, de nouveau, il y avait les devs se sont concentrés là-dessus. Et on peut imaginer que peut-être qu'avec l'IA, de nouveau, va y avoir un certain nombre de tâches qu'aujourd'hui on trouve intéressantes parce que un peu de challenge technique, en fait, demain, elles deviendront triviales et on sera très content que ce soit des IA qui les fassent à notre place. En fait, ce que je me dis, c'est que là, on passe notre temps à faire bouger la frontière de ce qu'on considère comme trivial. Et au final, l'IA, c'est sûrement qu'une étape là-dedans. Et donc voilà, du coup, peut-être en conclusion, même si voilà, on ne sait pas exactement la direction que ça va prendre, à titre perso, je suis vraiment persuadé que les devs vont rester justement à cette frontière de l'innovation et que du coup le métier va continuer à être intéressant parce que on sera toujours sur les challenges techniques que les outils automatisés n'arrivent pas à faire, c'est à nous les devs de le faire et tout ce qui est devenu un petit peu trivial, c'est très bien que ce soit des machines qui le fassent à notre place, quoi. Hello, c'est de nouveau Mathieu. Merci encore pour vos messages. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à les écouter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker ou à nous suivre sur Spotify ou Apple Podcast. Nous construisons ce podcast avec vous, donc n'hésitez pas à nous proposer des idées pour les prochains sujets ou encore à participer aux prochains épisodes sur humancoders.com/podcast. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.